Je m'en allais à la pêche au saumon en Gaspésie. Puis, totalement, des fois, c'est pour ça que je dis qu'il y a de la chance. Le téléphone sonne, puis c'est un chasseur de tête, puis c'est le speech typique d'un chasseur de tête qui veut pas paraître qui y va pour toi, mais il dit « Hey Seb, on cherche quelqu'un pour une microbrasserie, quelqu'un qui voudrait investir, c'est un rôle de PDG. Toi, je sais que sûrement ça t'intéresse pas, mais connaîtrais-tu du monde que ça pourrait t'intéresser? » Puis là, justement, j'étais dans mes réflexions après Burton, puis là, j'ai dit, moi, j'aimerais ça en parler pour moi, je pense que moi, ça pourrait m'intéresser. Mais c'est quand même drôle que tu parles de pêche au saumon, qu'on soit ici, puis... Anyway, la vie, des fois, c'est bien fait. Je te laisse continuer. Ouais, non, mais c'est une chance. Bon, ben Seb, on se retrouve sur un lac, puis les outardes viennent d'atterrir. Puis je trouve ça le fun de t'avoir ici, parce que ça fait longtemps qu'on a parlé de pêcher ensemble. Puis, tous les printemps. Ouais, là c'est le début de la saison. Puis je pense qu'on l'attend depuis longtemps. On peut se faire un petit cheer, je pense. J'apprécie. Pour commencer la saison de pêche ensemble. Santé! Puis c'est drôle de se retrouver avec aussi une collaboration. Maintenant que tu fais partie de la famille Boréal, puis que aussi commanditaire de Hooké depuis le jour 1. On célèbre notre 10e anniversaire. Mais ce que je voulais d'abord et avant tout, c'est parler un peu de toi. Je sais même pas comment te présenter, parce que tu as un parcours extraordinaire. Je pense que même moi, je suis fan de toi, parce que j'ai toujours entendu parler des grands exploits que tu as faits. Puis là, tu es rendu à la tête de la compagnie Boréal. Tu as travaillé pour les grosses compagnies partout dans le monde. Peut-être te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Le parcours il est long, mais de l'athlète où tu t'es retrouvé aujourd'hui, puis aussi de même avoir participé à des gros projets, Red Bull Stratosphere, puis je pourrais en nommer plein, mais tu pourrais peut-être te présenter rapidement. Oui, alors, effectivement, j'ai eu un beau parcours. J'ai eu un parcours le fun, surtout. C'est ça qui est vraiment cool. J'ai travaillé pour des brands extraordinaires qui m'ont amené à vivre des expériences extraordinaires. Là. Fait que j'ai beaucoup de chance. Je suis extrêmement reconnaissant du parcours puis de la chance que j'ai eue, parce que c'est de la chance aussi. Il faut bien faire à certains moments, mais à un moment donné, il faut être au bon moment, connaître la bonne personne au bon moment. Il y a de la chance là-dedans. Puis oui, pour moi, ça a commencé un peu en athlète. C'est ça qui a l'idée où j'étais un athlète en vélo de montagne. Puis Oakley était un commanditaire, un de mes commanditaires. Donc, puis j'adorais la façon dont Oakley travaillait le sports marketing. Pour moi, je connaissais pas ce qui était le sports marketing, puis de voir qu'une entreprise comme Oakley investissait pas mal tout leur dollar marketing à travers les athlètes, avec une philosophie de pour eux, la meilleure personne pour eux. La philosophie Oakley était un billboard à aucune valeur, un athlète qui porte nos produits puis qui a besoin de nos produits pour performer au plus haut niveau, ça a beaucoup de valeur. Fait que ça, je trouvais que c'était un message très puissant. J'embarquais là-dedans, puis j'étais fier qu'il utilise moi, entre autres, pour véhiculer ce message-là. Puis là, de travailler pour Oakley éventuellement, parce que ma carrière d'athlète, là, ça paraît comme si j'avais une grande carrière avec beaucoup de succès, mais j'en ai pas eu tant que ça en tant qu'athlète. J'ai eu plus du plaisir. Mais ça a quand même fait une belle partie de ta vie, le sport. Là. Le sport. J'ai écouté dans un podcast, puis évidemment, ça a sûrement fait la personne qui était aujourd'hui. Ben, c'est sûr que moi, j'ai adoré. C'est surtout, puis là, maintenant, j'ai des enfants, puis tranquillement, on les introduit au sport. Puis pour moi, les plus beaux souvenirs du sport, c'est les amitiés. J'ai tellement eu des bonnes amitiés dans le sport, de voyager à travers le monde, parce que ça m'a amené quand même ça, de voyager à travers le monde avec des amis, puis de vivre des expériences. C'est tellement unique là, à un jeune âge de voyager, puis de compétitionner. Puis oui, effectivement, après ça, la persévérance, le travail pour accomplir quelque chose. Tu ne gagnes pas une course à un haut niveau seulement sur du talent. T'sais, le talent, ça fonctionne à un jeune âge dans les petites ligues, mais quand tu arrives dans les grandes ligues, tout le monde est talentueux, puis là, c'est le travail. Fait que ça, c'est sûr que c'est un apprentissage intéressant de travailler persévérance, mais
Mais oui, fait que d'athlète Oakley à éventuellement travailler pour Oakley, donc le lien était là. Puis là, ben Oakley, je me retrouve à travailler pendant 5-6 ans au sports marketing, à voyager à travers le monde, qui était ça aussi une expérience incroyable. Puis là, ben Red Bull qui arrive au Canada, puis qui, eux, cherchent des spécialistes en sports marketing. Puis il n'y en a pas une tonne d'entreprises qui avaient justement un département événementiel d'athlètes comme Red Bull faisait, eux, en Europe. Donc, ça m'a permis d'être appelé par un chasseur de tête pour un poste chez Red Bull que j'avais aucune intention de prendre parce que je pensais que j'avais, et je crois encore que j'avais une des plus belles jobs au monde chez Oakley, puis je me disais, il n'y a aucune chance. T'étais où, là, dans le monde, quand tu travaillais chez Oakley? J'étais au Québec. Le bureau canadien de Oakley était à Montréal. C'est ça qui était le fun aussi, qui était unique. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont un siège social à Montréal, mais Oakley en était un. Le siège social canadien d'Oakley était à Montréal. Puis moi, j'étais à ce moment-là directeur sports marketing pour le Canada. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'ai 25 ans, 24 ans. Puis, je voyage à travers le monde. Les Jeux olympiques, les championnats du monde dans 10, 12 sports que je couvrais, ben chaque fois qu'il y avait un de ces événements-là, j'y allais, tu sais, à travers le monde. Fait que je m'occupais d'athlètes qui avaient à peu près le même âge que moi, avec une carte de crédit corpo pour les amener dans les restaurants, dans les bars. C'était capoté. Mais fait que je pensais jamais partir de là, mais Red Bull, le défi c'était une entreprise que je connaissais, que je voyais aller en Europe. Puis le challenge de pouvoir partir Red Bull au Canada, parce que c'est ça qu'on faisait, on était en train de bâtir l'équipe qui allait mettre en marché Red Bull au Canada. Ça, c'était une chance incroyable que j'ai voulu saisir. Puis j'ai travaillé avec du monde vraiment fascinant. Puis si on va vite, ben éventuellement, j'ai changé à Montréal pour le bureau canadien, puis là, finalement à Los Angeles pour en charge de tout ce qui était athlete marketing pour l'Amérique du Nord. Puis ça m'a amené aussi à voyager à travers le monde, à être très impliqué avec le bureau chef en Autriche. Puis encore une fois, des expériences extraordinaire. Tu en as fait allusion tantôt de le Stratosphère. C'est probablement le projet le plus high profile où on s'est dit qu'on prendrait quelqu'un et on l'enverrait dans l'espace puis il se pitcherait en bas. Mais tu sais, il y a la Formule 1 qui était très... qui est un monde en soi. Là, on avait 2 écuries en Formule 1. C'est qui un brand qui a déjà eu 2 écuries? Ça n'existe pas. Puis des athlètes aussi, tu sais, Shaun White, Project X, quand... j'aime tout le temps de parler de cette histoire-là parce que ça fait partie de la philosophie, de la mentalité du athlete marketing chez Red Bull, où on était assis avec Shaun White, puis on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les Olympiques en 2010, qui était à ce moment-là dans 2 ans, donc on est en 2008, puis il dit, ben, tu sais, je pense que si je faisais un double cork, c'est ça qui va me permettre. Donc le travail vers le double cork, ça serait cool de faire de quoi avec ça. Alors, OK, mais comment on peut t'aider à faire un double cork? Tu sais, si j'aurais un pipe avec un foam pit dedans, tu sais. Puis là, on me rappelle, on le dessinait sur un papier, puis il y aurait un foam pit, OK, construire un pipe avec un foam pit. C'est quelle année pour qu'on se remette, parce que là, on s'entend que... 2008 à peu près. 2008, parce que c'est ça, maintenant c'est on est trip, ça, juste pour qu'on se remette. Ah ouais, non, c'est ça, c'est 2008, personne faisait un double cork. Fait que, il faudrait qu'il y ait un foam pit, parce que je vais me péter plusieurs fois, fait qu'il faudrait réussir à bâtir. OK, puis là, il dit, mais tu sais, moi, un pipe avec un foam pit, tout le monde va venir, les caméras, puis là, tout le monde va le voir. Puis là, tout le monde va copier. Fait que le best, ce serait si le pipe qu'on construisait, il était à quelque part que personne ne peut aller. Genre en haut d'une montagne. Puis là, ben, si je vais fast-forwarder, mais finalement, si on trouve une montagne avec le bon angle pour construire un pipe seulement accessible en hélicoptère, puis on construit un foam pit dedans, puis on invite le New York Times puis NBC à capturer des images exclusives en disant... Si ça marche, ben Shaun, vous allez le filmer apprendre en haut de cette montagne-là à faire un double cork. On va s'en aller à Vancouver. Il va le faire pour la première fois dans une compétition. Il va gagner la médaille d'or. Puis là, on va sortir toutes les images de comment il est arrivé. Puis tu sais, c'est arrivé exactement comme ça. Fait que c'est quand même extraordinaire. Tu sais, quand tu y penses vraiment, là, c'est des choses que moi j'ai vues à la télé, mais tout était là direct sur, je me rappelle le front, encore dans le bureau ça, quand Shaun il dessinait le foam pit puis là on appelle Snowpark Technologies, pourriez-vous construire ça? On pourrait-tu amener des BR en hélicoptère en haut de la montagne? Mais tu sais, ça c'est des budgets que personne ne peut se permettre, sauf des entreprises comme Red Bull. Mais ce qui était cool, c'est pas seulement avec le budget, mais c'est d'y croire. T'sais. Tu comptes une histoire comme ça, puis tu arrives. Je me rappelle, on est arrivé avec le papier du dessin de Shaun, puis on dit on aimerait ça. T'sais. Ça coûterait X millions, mais on pense que ce serait vraiment cool. Puis là, faites-les. Faites-les. C'est sûr, à plus petite échelle, on a aussi collaboré sur des projets ensemble avec Red Bull, que c'était tout le temps
tout le temps dans l'excès aussi, puis qu'on avait la chance d'un peu d'exploiter nos talents, puis les limites, c'était justement où que nous, où qu'on pouvait l'apporter. Mais aussi... Mais ça, c'est notre lien, d'ailleurs. C'est notre oui, lien. c'est le même qu'on s'est connus. C'est Crash Ice. C'est comme ça, puis c'était le Crash Ice, t'avais amené ça à Québec, puis je cherchais une gang de crinqués pour faire le show visuel, puis là, t'avais Tommy Lee cette année-là, puis ça avait vraiment... la base avait été solide, là, cette avec année-là. l'équipement non branché, hein, Tommy Lee. Ça avait pas de bon sens, là. Je m'en rappelle encore, mais ça a duré longtemps. Le Crash Test, tout est arrivé avec ça, comme le concept d'amener ça au Québec, une ville très hockey, mais d'après moi, ça a été un grand succès. Ça a été un super succès. En fait, Crash Test, il y a beaucoup de monde qui me donne trop de crédit pour ça, comme si j'avais inventé Crash Test. J'avais pas inventé Crash Test du tout. C'était des Autrichiens qui avaient fait ça une fois dans une track de bobsleigh. Puis ils l'avaient amené en Suède, l'événement, puis ça avait plus ou moins fonctionné. Puis là, il avait fait en République tchèque l'année avant qu'on l'amène à Québec. Puis là, il avait fait un gros show. Puis le monde en République tchèque qui trippe hockey avait vraiment trippé. Puis moi, je m'étais dit ça à Québec, ça serait malade, avec l'architecture de la ville, puis de refaire ça. Puis je me rappelle au bureau chef, il disait, mais ça n'a pas marché en Suède, plus ou moins en Autriche, oui en République tchèque, mais c'était vraiment, on va l'essayer. On va te laisser l'essayer à Québec, mais si ça ne marche pas, c'est la fin de Crash Test. Puis effectivement, on l'a fait, je pense, 10 ans à Québec, mais c'est pas juste ça, c'est que maintenant, c'est un World Tour. Il y en a encore à ce jour. Là, on parle de 2006, mais là, ça fait 17 ans, puis il y en a à travers le monde encore. Moi, dans ma vie, ça a été un des contrats qui nous a propulsés, parce qu'après ça, le bureau chef de Red Bull nous a connus. Après ça, ils nous ont exportés jusqu'à temps qu'on tourne le monde avec un événement qui était le Red Bull Freestyle. Mais c'est ça. Mais c'est le lien, mais c'est Pat. Il faut remettre le crédit à Gestev. Oui. Parce que, puis je sais pas comment Gestev vous connaissait, mais moi, je me rappelle d'avoir les conversations avec Pat, que je connaissais du monde du vélo de montagne, puis que j'ai décidé d'engager pour produire Crash Test, parce que je savais qu'il avait la capacité de produire. Puis je me rappelle des premières conversations de Pat qui dit, puis pour la production visuelle, on va te trouver une gang, c'est des fuckés. Oh. Ils vont te faire quelque chose, ils sont locaux, mais ils vont te faire, tu vas capoter. Puis là, j'étais comme, go, parfait, du talent local. Puis c'est Pat qui nous a présenté. Pat, Chantal aussi, Chantal, elle m'avait donné un gros mandat quand je commençais, là, de tout rebrander le Nokia World Cup. J'avais inventé le Snowboard Jamboree, on avait mis le Stairmasters, le Fashion Jam. Puis évidemment, là c'est drôle, on s'est connus dans des situations beaucoup plus intenses que d'avoir des outardes qui atterrissent autour de nous autres. Mais pour arriver aussi à Boreal rapidement, il y a un cheminement aussi dans ta vie que moi, surtout dernièrement, m'a interpellé parce que j'ai écouté le film de Jake Burton, qui est un entrepreneur non seulement authentique et vrai, il proclame peut-être pas avoir inventé le snowboard, mais quand même, quand tu regardes son film, puis tu vois que la personne qui était, toi, c'est quelqu'un que tu as courtoyé, c'est quelqu'un que tu peux peut-être même considérer ton ami, je pense, de la façon que tu en parles. Fait que peut-être me parler un peu de Jake, puis qu'est-ce qui t'a emmené. Je pense qu'après après Red Bull, tu as fait un shift, si je me trompe pas, chez Burton. Ouais. Mais je suis revenu de Red Bull, je suis revenu de Los Angeles à Montréal, puis c'était un peu un move... disons que ça n'aurait pas été le choix que j'aurais eu numéro 1 dans ma carrière, mais je suis revenu parce que des raisons familiales. Mon père était très malade à ce moment-là, puis je voulais revenir être plus proche de la famille. Puis ça a fait en sorte que je suis revenu dans un rôle qui m'interpellait moins chez Red Bull. Puis j'avais connu Jake de par la relation avec les athlètes, dont Sean, qui est un athlète Burton. Puis Jake était très présent aux Olympiques en 2010 pour supporter Sean, donc on s'était connus là. Puis il y avait une passion qui a fait que moi puis Jake, ça a cliqué, c'est que Jake est un passionné de hockey. Un gros fan des Rangers, puis moi, je suis gros fan des Canadiens. Fait qu'il y avait tout le temps, tu sais, des fois, ça prend une petite coche avec le monde. Tu sais, si tu parles de snowboard à Jake, il va être comme, tu sais, il y a bien du monde qui me parle de snowboard, mais quand nous, on se voyait, c'était comme, les Rangers, ça fait 4 en ligne qu'ils perdent, si vous ne rendrez pas dans les playoffs, puis là, ça l'allumait. Tu sais, on parlait hockey, puis il était un des seuls, je pense, qui avait cette connexion de feu du hockey. Fait que c'est vraiment ça qu'il a fait. Puis après ça, ben lui, il vient du Sto. Puis moi, j'adorais Sto, puis j'ai acheté une propriété là-bas à un moment donné. Fait qu'on s'est mis à se côtoyer à Sto en tant qu'amis.
Puis éventuellement, quand il voyait que j'étais moins heureux chez Red Bull, ben, il m'a offert de dire, ben, regarde, moi, on pense qu'on pourrait faire plus au Canada, donc j'aimerais ça que tu chapeautes la business au Canada. Puis on est parti comme ça, c'était en 2013 où j'ai accepté là, de rentrer dans cette aventure-là avec Burton, qui a été super cool, qui a été brève, qui a été 3 ans, 3 ans et demi, mais intense. Puis c'est une business familiale de passionnés. Jake et Donna, comme tu dis, ils ont à peu près inventé le sport, là, même s'ils n'aiment pas le dire. Puis ils runnent ça comme une famille, mais qui était une business de plusieurs centaines de millions. Oui, c'est sûr. On le voit. Là, ouais. Toi aussi, tu es quelqu'un de très, très authentique. Là, mais tu vois que tu le vois aussi dans. Ben, moi, je le connaissais pas. Déjà que j'aurais aimé ça, avoir cette chance-là. Mais ce que j'ai vu dans le film, c'était extraordinaire. Tu as eu la chance de courtoyer quand même des gens extraordinaires. Puis de toujours être à la tête des grandes entreprises. Aujourd'hui, te retrouver, après Burton, évidemment, il est arrivé le moment que tu es arrivé chez Boréal. Mm-hmm. Fait que peut-être me parler de ça aussi, parce que ça reste quand même un gros shift, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant, parce que ça revient peut-être à tes racines aussi, d'être dans une business. Ouais. Mais puis elle commence avec une histoire de pêche, l'histoire boréale. Parce nice! Parce que en fait, tu sais, j'avais eu comme mandat de restructurer ou structurer certaines choses chez Burton, puis je l'ai fait. On a eu plusieurs contraintes aussi dans ces années-là. Le dollar canadien a planté, ce qui a fait que budgétairement, ça a été plus difficile. Puis on n'a pas tout accompli ce qu'on voulait faire au départ, mais ça a fait que j'ai fait ce que Jake ou Burton voulait qu'on fasse. Mais à un moment donné, j'étais arrivé au bout de ça, puis là, je sentais que j'amenais plus beaucoup de valeur à Burton. Puis je pense que cette relation d'amitié-là m'avait influencé aussi à dire, tu sais, j'étirerais pas mon rôle ici si je sens que, surtout avec quelqu'un que je respectais tellement et que j'admirais en Jake, si je sens que j'y prends du salaire pour pas amener de la valeur à ce que lui il fait, je voulais me retirer, puis c'est comme ça que ça s'est fait. À un moment donné, j'ai proposé, je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire ici maintenant. Je vais passer à d'autres choses. Puis juste comme je commençais à avoir cette réflexion-là, je m'en allais à la pêche au saumon en Gaspésie. Puis totalement, des fois, c'est pour ça que je dis qu'il y a de la chance. C'est quand même, excuse-moi de te couper, là, mais c'est quand même drôle que tu parles de pêche au saumon, qu'on soit ici. Puis anyway, la vie, des fois, c'est bien fait. Je te laisse continuer. Non, mais c'est une chance. Je suis en route, je me rappelle, on est à 20, je m'en vais en Gaspésie avec mon meilleur chum, puis téléphone sonne, puis c'est un chasseur de tête, puis c'est le speech typique d'un chasseur de tête qui veut pas paraître qui y va pour toi, mais il dit « Hey Seb, on cherche quelqu'un pour une microbrasserie, quelqu'un qui voudrait investir, c'est un rôle de PDG. Toi, je sais que sûrement ça t'intéresse pas, mais connaîtrais-tu du monde que ça pourrait intéresser? » Puis là, justement, j'étais dans mes réflexions après Burton, puis là, je dis moi, j'aimerais ça en parler pour moi, je pense que moi, ça pourrait m'intéresser. Puis les raisons que ça me tentait, c'est effectivement, j'ai travaillé pour des brands incroyables, mais c'est tous des gros brands, avec beaucoup de layers hiérarchiques, puis des décisions, c'est pas facile, puis pas que c'est pas facile, mais il y a beaucoup d'étapes avant de prendre une décision pour créer ou faire quelque chose, alors que là, je voyais l'opportunité avec un brand comme Boréal, un siège social au Québec, une business au Québec, de juste être à la tête d'une entreprise où tu prends des décisions puis tu le fais. Oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'aller au bureau chef ou de faire approuver par 22 départements. Fait que ça, après avoir fait plus de 10 ans dans des entreprises qui est très hiérarchisé en termes décisionnels, là, ça m'interpellait beaucoup d'être à la tête de quelque chose où on disait « On fait-tu une bière OK? » Ouais. Cool. C'est vrai que ça s'est bien c'est un bel exemple. On s'est parlé, on fait une bière OK? Ben oui, on fait une bière OK, let's go. Fait que c'est comme ça. Fait que je me suis lancé dans le processus. Puis en même temps, ma femme était à ce moment-là enceinte de jumeaux, on savait. Fait que la vie d'aéroport, je l'ai vécu pendant beaucoup d'années. C'était timé en même temps? Ouais. OK. Fait que moi, je voulais plus cette vie d'aéroport-là avec des enfants. Puis là, il y en avait 2 en plus. Fait que tout ça est arrivé comme parfaitement, où je me disais une business au Québec, pendant que j'ai une jeune famille, c'est parfait. Puis là, je suis là depuis 6 ans, puis on a eu beaucoup de fun à date. Ben bravo. Pour les gens qui suivent Boréal depuis longtemps, c'est sûr que ton apport en a fait beaucoup. On voit que la brand est très présente, mais aussi l'image de marque. Puis
nous aussi, ben, OK, ça fait 10 ans qu'on va travailler avec Boréal, ça fait 10 ans qu'on existe. Puis la raison pourquoi on a collaboré, c'est parce qu'on voyait tout de suite que c'était une brand qui fitait avec nous autres, les valeurs, le concept, que les bières sont toutes faites avec des produits naturels. Tout ce que est Boréal, dans le fond, on peut le retrouver dans nos valeurs. Mais parle-moi un peu de Boréal. En fait, tu sais, Boréal, il y en a qui connaissent même pas. Ça doit être dur, si tu veux au Québec, de ne pas connaître ça. Ouais. Mais il y en a qui connaissent peut-être pas l'histoire de Boréal, puis qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous faites. Peut-être me parler un peu de ça. Puis pour renchérir sur ce que tu dis, qui est un beau brand qui t'interpelle puis qui interpellait OK, c'est la raison pour laquelle vous avez fait ce partenariat, parce que là, pour que les gens comprennent, c'est avant moi, right? Oui, absolument. C'était comme un bonus, et ça est arrivé. J'ai rien à voir là-dedans. Hot, mais moi, quand je me suis je suis revenu au Québec, puis je me suis mis à boire de la bière de microbrasserie, puis là, je goûtais à tout, puis j'aimais tout. Puis étant un gars de brand, parce qu'à la base, je suis un marketeur, je me rappelle de dire à ma blonde, il va falloir que je trouve ma marque. Parce que là, je suis pas bien de ne pas avoir ma marque, de trop butiner dans tout. Il me faut ma marque. Puis là, je m'étais mis à étudier chacune des bières de micro que j'aimais. Puis je me suis levé un matin, puis c'est une vraie histoire. Ça paraît cheesy maintenant que je suis président de la marque, mais j'ai dit à ma blonde, ça va être Boréal. J'ai étudié toutes les marques, puis je trouve celle qui me ressemble le plus, puis que je trouve qu'il y a des belles valeurs, un beau brand, c'est Boréal. Fait que si j'ai acheté une caisse de 6 dans le futur, ça va être une Boréal. Puis c'est drôle qu'à peu près 6 mois après avoir dit ça, je me retrouve dans le processus pour investir dans l'entreprise puis en devenir le président. Mais Boréal, c'est né de passionnés de bière. C'est Laura Urtnovski, donc une femme passionnée de bière, une femme qui brassait à la maison, dans la salle de bain, dans le bain, avec son chum. Qui étaient tous des tripeux de bière, puis qui brassaient à la maison, puis qui se disaient on peut faire quelque chose de mieux que ce que les grands brasseurs font, puis qui ont lancé ce brand-là, Boréal, donc en 87, puis qui ont lancé la première bière, la Rousse, en 88, puis qui voulaient faire un produit selon les règles de l'art en microbrasserie, c'est-à-dire un produit avec 4 ingrédients seulement, aucun agent de conservation, aucun saveur, arôme artificiel, puis le faire au Québec, puis le faire de façon passionnée, puis c'est ça, ils ont réussi à monter quelque chose d'incroyable à travers les années, tranquillement avoir de la croissance, parce que pour connaître Laura, c'est pas quelqu'un qui était sur l'argent ou sur monter un empire, c'était plus de faire un bon produit, de le faire de la bonne façon, puis de croire que si tu faisais un bon produit, les gens allaient l'acheter, puis allaient l'apprécier, puis que la compagnie allait grandir, puis c'est ça qu'elle a réussi à faire. Mais ses valeurs, c'est éco-responsable, c'est de faire un produit, de le travailler de façon éco-responsable, authentique, passionné parce que c'était des passionnés, d'avoir du plaisir parce qu'on fait de la bière. Fait que moi, toutes ces valeurs-là sont des valeurs qui me parlent. C'est de l'authenticité, la passion, l'éco-responsable pour protéger le territoire dans lequel on est. Puis avec comme mission de faire un produit qui est complice d'exactement ce qu'on vit là, qui est un moment d'exception. Parce que quand tu pêches, on peut prendre l'exemple de la pêche, c'est un moment privilégié, pêcher, parce que normalement, tu es avec du monde que tu aimes, ça te permet d'avoir des conversations, tu es dans un environnement incroyable. Puis nous, la mission, c'est d'accompagner ces moments-là, parce que une bière, ça se boit bien dans ces moments-là, puis ça l'aide à l'expérience. Puis Boréal, c'est ça qu'on veut être. On veut accompagner les gens dans ces moments d'exception-là. Fait que moi, ça me parlait, c'est sûr, parce que j'adore ces moments-là. Ben oui. Pour mettre le monde en contexte, ils ne savent peut-être pas, là, mais on est vraiment remote dans plein milieu d'un bois. Il y a des outardes qui viennent d'atterrir. On n'a pas encore été pêchés, puis c'est quelque chose qu'on veut bientôt faire. Mais moi aussi, c'est la même chose. C'est drôle que tu me disais, moi, je cherchais une bière avec qui on pourrait collaborer. Puis Boréal, ça stand out aussi des autres. Aujourd'hui, c'est un marché peut-être un peu plus saturé, mais on le voit avec tous les nouveaux produits, puis aussi l'amour qui est mis dedans. Peut-être me parler un peu de ce qu'on peut s'attendre prochainement de Boréal, puis les nouveaux produits. Puis peut-être qu'après ça, notre bière est presque finie, on pourra aller pêcher. Mais juste un peu d'infos là-dessus, c'est... Oui, écoute, on veut continuer le même modèle que je disais avec Laura. On a des ambitions de continuer puis d'être intègre avec nos valeurs puis de continuer à faire ce même produit-là, noble. Mais c'est sûr que là, on voit, comme tu dis, il y a 300 microbrasseries au Québec. Il y a beaucoup de diversité dans les produits. Fait l'innovation, c'est une des valeurs que j'ai pas parlé, mais
la rousse, c'était une innovation. Là. Ça paraît banal maintenant en 2022, mais la rousse, au début, il n'y en avait pas de rousse. C'était des bières blondes. Puis la légende dit même que quand ils l'ont lancé, tout le monde croyait que c'était juste de cette couleur-là parce que Laura avait des vieux équipements rouillés. Fait que la bière sortait de cette couleur-là parce que personne connaît le style d'une ambrée. La IPA qu'on a lancée en 2012, on était une des premières brasseries à commercialiser une IPA en 2012, alors que maintenant, c'est extrêmement populaire. Fait que pour nous, c'est de continuer à innover, continuer à lancer des nouveaux produits, à chercher, puis à sortir de la bière aussi. Ça, c'est une des premières. On n'a jamais fait autre chose que de la bière, mais là, on vient de lancer un seltzer. Le monde est tourné vers ce type de produit-là, puis on voulait l'essayer aussi. Encore une fois, on voulait mettre notre twist de le faire de façon naturelle, le plus authentique possible, puis on va le faire peut-être avec d'autres produits. Un autre gamme de produits qu'on a lancé il y a maintenant à peu près 1 an et demi qui est en forte croissance, c'est le sans-alcool. Puis on veut continuer à expérimenter là-dedans. On pense qu'on a réussi à développer un produit de bière sans alcool qui est très bon, qui te permet d'avoir vraiment une expérience de bière, même si elle est sans alcool. Donc après ça, on veut continuer à étendre cette gamme-là. Puis oui, fait que l'innovation, en gros, peut-être sortir des frontières du Québec. On commence, on a butiné un peu, on est allé aux États-Unis, on est allé un petit peu en Ontario, mais il y a tout le temps, tu le sais, un grand attrait pour les Européens, pour des brands qui représentent le territoire québécois. Puis nous, on a un ours dessus, tu sais, les Européens trippent sur l'ours puis le territoire. Fait que je pense qu'on a une histoire qui résonne avec les Européens. Il y a des challenges au niveau de la bière sur la durée de vie d'une bière. Tu sais, on veut, encore une fois, dans l'authenticité puis les passionnés de bière qu'on est, on veut donner une bière fraîche là-bas. Fait qu'il faut calculer les délais. C'est ça qui est dans le challenge dans notre milieu, c'est d'envoyer des bières fraîches qui vont être bues au bon moment, l'autre bord du Grand Lac. Fait que... mais c'est ça. Puis on veut continuer à s'amuser. J'ai une équipe de passionnés. Beaucoup de crédit qui me revient de par mon rôle, mais on a une équipe marketing exceptionnelle. On a un maître brasseur puis son équipe qui sont exceptionnels. Puis c'est eux, c'est l'équipe qui arrive avec des nouvelles idées à chaque semaine, à chaque mois. Puis c'est ça la beauté d'une PME. Là. C'est que quand quelqu'un arrive avec une idée lundi, ben on peut décider que mardi, on la fait. C'est ça, c'était pas besoin de... c'est trippant. Puis le sans-alcool ou le seltzer ou cette bière OK là, ça en sont tous des exemples. C'est quelqu'un qui est rentré dans le bureau et qui a dit on fait ça. Puis on a dit OK, puis là, on se lance tout, puis on le fait. Fait que ça, c'est trippant. On parle justement de suivre nos passions, puis c'est clairement ça aussi pour moi. OK, c'était suivre mes passions, mais peut-être qu'on pourrait parler un peu plus aussi de la série épisode qui aussi va mettre de l'avant notre collaboration. Parle-moi peut-être un peu de ces produits-là pour mettre en contexte. La gamme épisode, on a débuté ça en 2016, puis c'était pour nous, Boréal était là, comme j'ai dit, depuis 87, puis on avait les classiques. Puis à un moment donné, les classiques, on avait les recettes originales par des valeurs d'authenticité, on ne voulait pas y déroger non plus, on voulait garder ces bières-là de la façon qui avait été créée par Laura. Mais on voulait aussi que notre maître brasseur qui était là maintenant puisse s'épanouir puis lancer d'autres produits puis qu'on continue à innover. Puis une des façons qu'on a pensé, c'était de segmenter l'architecture de marque en une ligne artisan qui a été toute conçue par Gabriel Dulon, notre maître brasseur, mais de lancer une gamme de bières encore plus éclatée, plus créative, qui allait être plus... où on allait pouvoir les créer plus rapidement sur un système pilote à chaque mois. Puis ça, c'était le programme épisode. Puis le programme épisode, au début, on le lançait seulement en CSP, dans notre jargon, qui est consommation sur place, bar et restaurant, où on lançait à peu près une fois à chaque 6-8 semaines un nouvel épisode. Puis c'était des bières vraiment créatives où on se disait qu'on les lance une fois, un brassin, that's it, on passe à un autre épisode. Puis on a eu beaucoup de succès. À travers les années, ce projet-là est passé de CSP, bar et restaurant seulement, à épicerie et dépanneur aussi parce que les gens en redemandaient. Donc maintenant, on est dans un rythme où à peu près à chaque 6 semaines, on lance une vague de 2-3 épisodes. Puis pour nous, c'était le parfait... La gamme parfaite pour le genre de collaboration qu'on parle là, où parce que, il faut le dire aux gens, c'est pas juste seulement de mettre Rookie sur une canne de bière, mais c'est de dire qu'est-ce qu'on fait quand on est à la pêche. On veut une bière, il y a un type de bière qu'on veut. On est dehors, on veut que ça soit rafraîchissant, on veut que ça soit facile à boire, on va être capable d'en prendre 2-3 potentiellement. Donc, c'était de développer aussi le bon produit pour le bon moment. Puis c'est ce que Gabriel a essayé de faire là avec ce produit-là qui est une Cold IPA. Donc, une bière houblonnée, mais qui est très rafraîchissante aussi. Fait que nous, on va avoir la chance de
collaborer avec vous autres, célébrer nos 10 ans. Puis là, ma bière est vide. D'ailleurs, elle est vraiment bonne. On va pouvoir la retrouver, je pense, début juin. Quelque part en juin, effectivement, dans tous les bons détaillants. Mais ouais, on espère que les gens vont l'apprécier, mais qu'ils vont l'apprécier aussi. J'espère qu'ils auront la chance, comme nous, dans ce genre de setup-là. Parce que c'est là qu'elle est faite pour être bu. Je pense que oui. Là, moi, je commence. C'est drôle que je suis dans une chaloupe. Avec un canot, en fait, puis je pêche pas. Puis là, je me dis, bon, ben là, il serait peut-être temps qu'on aille pêcher. Merci, Seb. Merci pour la collaboration. Merci d'être là. Puis j'espère qu'on va aller prendre des belles truites pour en profiter sur le feu plus tard. Tout à fait.